Ils nous traitaient de primitifs, d'espèces arriérées qui peinaient à sortir de sa propre fange. Pour eux, la Terre n'était qu'un point bleu de plus, à peine digne d'être colonisé. Ce fut leur première erreur. La seconde fut de croire que nous oublierions. J'étais là le jour où tout a commencé, pas le jour de l'arrivée de la flotte. Non, ce jour est arrivé bien plus tard. Je veux dire, le jour où les incendies ont commencé. J'avais 15 ans, la peau recouverte de cendres, les poumons saturés de fumée. Je serrais contre moi les plaques d'identité arrachées de mon père, comme si elles avaient encore une signification dans un monde qui ne respectait pas les morts. Les Salcaris sont descendus du ciel dans des vaisseaux en forme de poignard, ont percé notre atmosphère et ont commencé leur purification. Sans prévenir, sans pitié. Ils ont pris des villes, des vies, et tout ce qui ne leur était pas utile, ils l'ont réduit en miettes. Mais ils ne nous ont pas tous exterminés. Ils ont laissé des survivants. Toujours. Il est plus facile de détruire une espèce quand on en laisse une partie en vie pour se souvenir. C'est la troisième erreur. Ils nous ont appris à reconnaître la peur. Nous leur avons rendu la pareille par le silence. Pendant 50 ans, la Terre essaie de rester muette. Nous avons rejoint leurs conseils, accepté leurs miettes, leurs règles. Nous avons souri quand ils nous traitaient d'inférieurs. Nous avons pris leurs vaccins, leurs technologies, leurs traducteurs et tout ce qu'ils nous offraient. Nous n'avions qu'un seul but, la vengeance. Ils pensaient que la Terre était devenue silencieuse parce que nous avions peur. Non, nous étions occupés. C'est l'amiral Rowan qui donna l'ordre. Ni politicien, ni diplomate, un soldat, un homme né dans les cendres du vieux Chicago, dont la mère périt sous les bottes des Salcari. Il construisit la flotte de matière noire dans l'ombre. 12 vaisseaux, chacun de la taille d'un continent, invisibles aux capteurs, indétectables par toute technologie connue, alimentés par une substance que le Conseil avait interdite par crainte de ses effets. Cela ne nous arrêta pas. La peur était un luxe que nous avions laissé derrière nous. Les empires galactiques se croyaient là nos maîtres, mais la Terre ne leur a jamais appartenu. Nous attendions simplement le moment propice. Le jour où la flotte s'est levée, j'étais en poste à l'avant-poste Vira 6, bien au-delà de l'orbite de Saturne. J'ai vu l'écran devenir noir. Pas de parasites, pas de bugs, noir. Elle engloutit les étoiles comme une bouche sans fond. C'est là que j'ai compris qu'il l'avait fait. Il l'avait vraiment fait. Le premier à le voir fut l'ambassadeur Adrani. Il se tenait sur la plateforme d'observation du siège du Conseil. Une sorte d'anneau d'or flottant, se prenant pour un objet sacré. Il rit. Une supercherie humaine, dit-il. Un spectacle de lumière impressionnant, puis la lumière autour d'eux. Lui se courba, se déforma, et sa peau se déchira en lambeaux, tandis que la pièce s'effondrait sur elle-même. Ce n'était pas une arme, c'était simplement une présence. La flotte n'eut même pas besoin de tirer. À travers la galaxie, des milliards d'êtres étaient branchés pour assister à l'exécution publique de la Terre. C'est ce qu'ils croyaient. Au lieu de cela, ils eurent droit au silence, puis à une transmission. L'amiral Rowan apparut. Pas d'uniforme, pas de médaille. Juste la vieille veste de son père et un regard qui n'avait rien oublié. Il fixa l'écran et prononça un seul mot. Ça suffit. C'était tout. Pas de menaces, pas de cris de guerre. Juste assez. Et la galaxie, pour la première fois dans l'histoire, se figea. Les empires qui régnaient depuis des millénaires s'immobilisèrent. Les espèces qui exploitaient les trous noirs par pur plaisir hésitèrent. Même les Xylari, qui ne communiquaient que par résonance psionique et nous traitaient de singes parlants, ont cessé d'émettre pendant 7 minutes. La dernière fois qu'ils se sont tus, un soleil a explosé. Car la flotte de matière noire n'était pas qu'une arme. C'était un message. Nous ne cherchions plus à nous faire une place à la table. Nous étions en train de renverser la table. Certains disent que nous sommes allés trop loin, que nous sommes devenus ce que nous détestions. Peut-être ont-ils raison. Mais je me souviens des cendres. Je me souviens de mon père. Je me souviens des enfants arrachés aux abris pour être envoyés en orbite afin d'y subir des prélèvements génétiques.
Alors non, je ne veux pas la paix, je veux la mémoire. Et la mémoire, comme la vengeance, a un poids. Désormais, je sers à bord d'Oblivion 1, vaisseau amiral de la flotte. Nous ne nous amarrons pas, nous ne nous ravitaillons pas, nous existons. Et la galaxie observe, attendant de voir si nous reprendrons la parole. Elle pensait que nous ne frapperions pas les premiers. La galaxie nous a toujours perçus comme réactifs, émotifs, prévisibles. Le genre d'espèce qui rugit de colère, lance des déclarations fracassantes, puis finit par céder sous la menace d'une arme plus puissante. C'était avant qu'ils ne réalisent que notre arme n'avait ni sécurité ni détente, juste l'intention. Nous n'avons pas déclenché la guerre. Nous avons mis fin à la patience. 36 heures après le discours incendiaire de l'amiral Rowan, la première riposte est arrivée, et elle ne venait pas de nous. L'Empire Zénari, ces arrogants avec leurs lunes plaquées or et leurs mondes esclavagistes pour le plaisir, a tiré un coup de semonce en direction de nos installations martiennes. Ils pensaient qu'il ne s'agissait que d'un message, d'une démonstration au reste du Conseil prouvant que les humains pouvaient encore être disciplinés. Le projectile n'atteignit jamais sa cible. Oblivion 2, silencieux comme la mort, se mit en orbite et replia l'espace autour. Du missile. Un instant, il filait vers nos cités sous dôme. L'instant d'après, il disparut. Non pas détruit, effacé. Effacé comme de la craie, les Zénari ne comprenaient pas ce qu'ils venaient de voir. Ils utilisaient encore des bobines à plasma et des canons à rails cinétiques. L'idée de réduire la matière à l'état zéro n'avait même pas atteint leurs scientifiques. Mais nous n'utilisions plus leur science. Nous ne demandions pas d'approbation. Nous avions tourné la page sur la guerre civilisée. Rowan ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. La décision suivante m'incombait. Je n'étais pas censé diriger quoi que ce soit. Quand je me suis engagé, je voulais juste un uniforme et l'occasion de me battre pour une cause importante. Pas de médaille, pas de stratégie, pas de commandement. Le pouvoir m'importait peu, seul le sens du devoir comptait. Mais dans la flotte, les promotions ne se font pas au cas par cas. Elles se font au cas par cas. Ma mission était de mener le Silent Vow, le 6e vaisseau de la flotte, lors d'une mission de reconnaissance et de démonstration vers l'amas d'Arturon, où 5 espèces alliées au Conseil avaient construit une base militaire commune. C'était la même base où elles entraînaient des forces de défense spécialisées dans la pacification des espèces récalcitrantes. La Terre avait été leur cobaye autrefois. Je me suis dit qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que nous avons effectué quelques tests nous-mêmes. Le saut fut instantané. Au cœur du noyau de matière noire, le temps n'a plus guère d'importance. Il vous enveloppe comme une seconde peau. Un instant, vous survolez les anneaux de Saturne. L'instant d'après, vous contemplez une station bardée de canons solaires et affichant une arrogance insolente. Le complexe d'Arturon flottait tel un trophée dans le vide, arborant les drapeaux de 5 empires, et aucun n'affichait le nôtre. Je n'ai envoyé ni salutation, ni avertissement. J'ai simplement ouvert le canal de diffusion et leur ai laissé voir mon visage. Aujourd'hui, j'ai dit « Vous vous souvenez pourquoi les humains enterrent leurs morts les poings serrés ?» Puis nous avons coupé le signal et levé le voile. Le voile, c'est ainsi qu'ils appellent le champ de masquage de la flotte, bien que « masque » soit un terme inapproprié. Cela ne nous cache pas, cela nous efface de la perception, pas seulement des sens, mais des esprits. Aucune espèce, pas même les psioniques, ne pouvait nous détecter tant que le voile était maintenu. C'était comme si nous n'existions pas. Mais quand il est tombé, la galaxie l'a ressenti. Il n'y avait pas de sirène sur Arturon. Elles n'ont même pas eu le temps de crier. La gravité autour de leur station vacilla, sans s'intensifier. Elle se brisa tout simplement. Hommes et machines flottaient latéralement, en diagonale, la tête en bas, leurs instincts les abandonnant dès que leurs pieds quittèrent le sol dans les zones où la gravité persistait. Un de leurs officiers tira avec un canon à impulsion sur la coque de Silent Vow. Le tir ne nous atteignit jamais. La machine s'immobilisa en plein vol, resta suspendue dans le vide, puis se replia sur elle-même avant de disparaître.
Quelques secondes plus tard, leur générateur principal se mit à bourdonner. Nous n'y avions pas touché. C'était là toute la beauté de l'ingénierie de la matière noire. Nous n'attaquions pas l'infrastructure. Nous corrompions la réalité environnante. Au moment où le réacteur s'est effondré sur lui-même, de manière propre, chirurgicale, sans radiation, nous avions déjà disparu. De retour à bord de la flotte, le moral était au plus bas. Pas d'acclamation, pas de célébration. Il n'y a aucune joie dans notre guerre, seulement la nécessité. Même les plus jeunes recrues n'ont pas souri après notre première frappe. C'est ce qui nous distingue d'eux. Pour eux, la guerre était un jeu. Pour nous, c'était un exercice de comptabilité. Une semaine plus tard, le Conseil a officiellement qualifié l'humanité d'espèce renégate. Cela n'a rien changé. Les étiquettes n'effraient pas des soldats élevés dans les cendres. Au contraire, cela confirmait ce que nous savions déjà. La galaxie ne voulait pas la paix avec nous. Elle voulait nous contrôler, nous contenir, nous rendre prévisibles. Et maintenant que nous ne l'étions plus, nous étions marqués. Rowan se tenait devant le conseil de la flotte. 7 commandants, dont moi, réunis dans une salle obscure où les étoiles tournaient lentement derrière une vitre. Pas de fauteuil luxueux, pas d'hologramme, juste de vraies personnes, avec un passé bien réel. « Et après » demanda le commandant Val. C'était le plus âgé d'entre nous, bâti comme un roc, avec une voix rauque comme du gravier. Il avait perdu 2 filles lors des récoltes Salcari. Il n'en parlait jamais, mais il n'en avait pas besoin. C'était le genre d'homme dont le silence en disait plus long que les discours. Rowan croisa les bras. Nous avons paralysé leur réseau de communication. J'ai acquiescé avant tout le monde. La galaxie était déjà en proie à des divisions internes. Rumeurs, peurs, réunions secrètes. Ils ne pouvaient pas se permettre de trop tarder à réagir. Si nous coupions leur communication interstellaire, cela retarderait leur coordination. Cela ne se traduirait pas seulement par la panique, mais aussi par la paranoïa. Le vote fut unanime. La mission m'était à nouveau confiée. Le relais de communication ciblé se trouvait dans le coin de Crillon, une région dense de l'espace où les impulsions énergétiques se propagent plus rapidement à travers des trous de verre synthétiques. La station, véritable voie de l'unité, était l'épine dorsale du réseau galactique. La détruire plongerait des milliards de systèmes dans le noir. Nous sommes arrivés sans prévenir. Une fois, encore, aucune alarme, aucune confrontation. L'équipage de Silent Vow n'était pas entraîné au combat, mais à l'intervention chirurgicale. Nous n'avions pas besoin d'utiliser d'armes. Nous avons déployé une unique flèche noire, une pointe forgée de matière noire comprimée qui transformait les fréquences des signaux en parasites. Elle s'est incrustée dans le relais central de la station et s'est propagée comme de l'encre dans l'eau. En 4 minutes, plus de 70% des systèmes extérieurs du Conseil furent plongés dans le noir. Impossible de communiquer, de demander de l'aide, de nous localiser. Le groupe de civilisation le plus avancé de la galaxie connue était réduit à des murmures et des conjectures. Des empires qui n'avaient net pas combattu depuis des siècles se replièrent sur eux-mêmes, ne sachant si ce silence était dû à une trahison ou à une attaque. Nous avons observé, mais tous ne se sont pas réjouis. Parmi nous se trouvaient des hommes brisés, dont les souvenirs étaient trop vifs. Le lieutenant Bon, mon second, venait des enclaves d'Afrique du Nord, où le Conseil avait jadis testé des arcs sur des populations humaines non recensées. Il parlait rarement, mais une nuit, après le sabotage du relais, il se tenait devant la baie d'observation, le regard perdu dans les étoiles. « Je croyais qu'on reconquérait quelque chose », murmura-t-il. « Pas seulement qu'on survivrait, qu'on reconstruirait, qu'on serait plus qu'une simple vengeance. » Je le rejoignis, les bras croisés, les yeux rivés sur la lune qui tournait lentement. « On ne nous a jamais laissé le choix. » Baron secoua la tête. « Peut-être pas. Mais si on continue comme ça, que deviendrons-nous une fois que ce sera fini ?» Je n'avais pas de réponse. Peut-être qu'il n'y en avait pas.
Peut-être la vengeance était-elle la solution. La véritable épreuve survint quelques jours plus tard. L'Empire Zor, longtemps silencieux et autoproclamé gardien de la paix, lança un défi public, un duel. Son chef de guerre exigeait qu'un seul vaisseau terrien l'affronte dans un combat rituel. Ni flotte, ni sabotage, juste vaisseau contre vaisseau, commandant contre commandant. Une dernière chance pour l'honneur, disait-il les Tétis. C'était un piège. Il voulait en faire un spectacle en anéantissant une partie de notre flotte pour remonter le moral des troupes du Conseil et prouver que l'humanité pouvait souffrir. Rowan a approuvé sans hésiter, et il m'a choisi pour répondre. Je ne vais pas mentir. Je ne me sentais pas courageux, je me sentais prêt. Le vaisseau Z, fleuron de Valor, était un monstre, surarmé, enveloppé de boucliers, qui scintillaient comme les vagues de l'océan. Leur chef de guerre, une brute colossale nommée Couchetal, n'avait jamais perdu un duel. Dans son premier message, il m'a traité d'enfant. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement avancé Silent Vow. Nous n'avons pas utilisé le camouflage. Nous n'avons pas tiré les premiers. Nous avons attendu. Couchetal a déchaîné des rafales de plasma, des torpilles cinétiques et même des mines gravitationnelles. Le but était de détruire ou de percer les outils primitifs. C'était bruyant, mais prévisible. Et je savais quelque chose qu'il ignorait. Le serment silencieux n'était pas un vaisseau. C'était un refus d'être oublié, un refus de mourir en silence, un refus de se plier aux règles de la galaxie. Nous n'avons pas riposté à ces tirs, nous les avons esquivés, non pas avec des boucliers, mais par l'absence. Nous avons ouvert une brèche juste devant notre coque. Un fragment de néant qui absorbait chaque tir dans un espace indéfini que nous n'avions même pas encore cartographié. C'était le pari. En cas d'échec, nous étions perdus. Le pari réussit. Et alors, je pris la parole. Pour la première fois depuis notre arrivée. À mon tour. Nous tirâmes une unique lance de vide comprimée. Aucune explosion, aucune lumière. Elle traversa la couronne de Valor comme un murmure, et y laissa un trou qui refusait de se refermer. Non pas à bord du vaisseau, mais dans l'espace lui-même. Le vaisseau Zage s'est effondré. Pas explosé, pas déchiqueté, il a simplement disparu. Section par section, jusqu'à ce que même le dernier cri de Crochetal soit étouffé par le silence. Nous n'avons pas proclamé notre victoire. Nous sommes juste partis. Après cela, la galaxie a commencé à murmurer un nouveau nom pour nous. La classe Extinction. Nous n'étions plus de simples humains, ni des réfugiés, ni des rebelles, ni des survivants. Nous étions une force avec laquelle toute négociation était impossible. Et pourtant, nous n'avions pas déclaré la guerre, car nous n'en avions pas besoin. La guerre nous avait déjà été déclarée. Nous ne faisions que terminer ce qu'ils avaient commencé. La galaxie avait enfin cessé de rire, mais elle n'avait pas cessé de comploter. On ne règne pas sur des milliers de systèmes pendant des millénaires en cédant à la première menace. Non, on s'adapte. On se retranche derrière. On repère les faiblesses. Et si l'on ne peut vaincre son ennemi de l'extérieur, on cherche un moyen de s'infiltrer. C'est là qu'Aeron Dask est entré en scène, humain, né dans les cryogénisations martiennes. Jadis soldat, son nom est désormais craché comme un poison sur tous les ponts de la flotte de matière noire. On ne l'appelle plus par son grade, ni même par son nom si on peut l'éviter. On l'appelle simplement le déserteur, parce qu'il n'a pas seulement trahi son poste, il a tenté de réduire l'humanité en esclavage. J'ai découvert l'existence de Dask lors d'une vérification système de routine sur Oblivion 1, un de nos robots d'exploration de données, une interface synthétique conçue pour détecter l'activité du Conseil à travers les réseaux dissidents, a capté quelque chose d'étrange, une suite de codes, de la syntaxe humaine enfouie dans un relais. Zalcom. Au début, j'ai cru à un fantôme, peut-être un vestige de technologie récupérée qui nous répondait. Mais lorsque j'ai décrypté le message, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Un homme, visiblement aveugle, se tenait devant le Conseil. Ni entrave, ni chaîne, juste le calme et la trahison qui jaillissait de sa bouche. L'humanité s'est brisée. Il leur a dit « La flotte ne parle pas au nom de la Terre.
Nous ne voulons pas tous cette guerre. Accordez-moi l'asile, et je vous donnerai les coordonnées de chaque vaisseau de la flotte. » Ils n'ont même pas demandé de preuves. Il leur a d'abord donné sa position, sans le moindre doute. C'était personnel. J'ai remis les données à Rowan en personne. Il n'a pas bronché. Il est resté assis là, le regard perdu dans le hublot, comme s'il s'y attendait. « Il était des vôtres, ai-je dit. » Rowan a hoché la tête. C'était été un gamin quand je l'ai recruté. À peine sorti des files d'attente, l'esprit vif mais sans courage. « Pourquoi ne l'avons-nous pas tué plus tôt ?»« Parce que nous ne sommes pas des bourreaux, a-t-il dit. » J'ai ravalé la réplique qui me brûlait les lèvres, car c'était bien là le problème avec Rowan. Il n'agissait pas sous l'emprise de la rage, contrairement à nous autres. Sa vengeance n'était ni bruyante ni brutale. C'était froid, mesuré, et cela le rendait dangereux. Trop dangereux, parfois. Il leur a donné plus que nos positions, ai-je dit. Il leur a parlé du voile, de nos protocoles de saut à l'aveugle. Il a trahi tous nos avantages. Rowan s'est finalement tourné vers moi. « Alors, on les emmène tous ?» Le conseil a agi rapidement. En quelques jours, ils rassemblèrent ce qui restait de leur flotte dispersée. La mort de Crotal avait ébranlé les empires, mais ne les avait pas anéantis. Ils utilisèrent Datin Dask comme porte-parole, un visage humain pour apaiser le reste de la galaxie, une voix de la raison, affirmant que la flotte de matière noire était un élément dissident, une faction terroriste ne représentant pas les véritables valeurs de la Terre. Ils ont propagé le mensonge avec acharnement, offrant un sauf-conduit aux humains prêts à faire défection, prétendant vouloir reconstruire la Terre en une civilisation pacifique, capable de réintégrer la communauté galactique. Ils ont failli y parvenir. De petites colonies en périphérie commencèrent à vaciller, de vieux avant-postes délabrés, incertains de l'endroit où résidait désormais le pouvoir. Le Conseil jouait sur le long terme. Divisez-nous, questionnez-nous, et saignez-nous sans dégainer une épée. Rowan exigea une réponse, non un discours, non une menace, mais un exemple. Le transfuge avait été transféré à la citadelle Synindra, une forteresse mobile orbitant autour de la géante gazeuse Vulnex, un lieu cerné de boucliers, dissimulé sous des essaims défensifs et pris dans les rouages de la politique. Ce n'était pas qu'une simple forteresse, c'était une démonstration de force. Personne ne l'avait jamais attaqué avant nous. Cette fois, Rowan n'a pas envoyé Silent Vow. Il m'a envoyé à bord d'Oblivion 1 avec tous les pouvoirs et une seule directive. Le ramener vivant ou le faire disparaître complètement, de manière à ce que personne ne songe même à suivre son exemple. J'ai choisi la seconde option avant même le saut. Nous sommes entrés dans le système Voln sous voile complet. Notre vaisseau était silencieux, sans pression, invisible même aux analyses de distorsion gravitationnelle. La citadelle Syndra tournait lentement au-dessus des nuages agités par la tempête, telle une proie boursouflée. Inutile d'aborder, inutile de tirer. Nous avons utilisé la masse même de la citadelle pour la détruire. J'ai déployé un clou noir, un dispositif pas plus gros qu'une antenne parabolique, lancé depuis la coque de notre vaisseau dans le puits gravitationnel sous la forteresse. Une fois enfoncé, il a déclenché un repli sombre localisé, insuffisant pour faire imploser la station, mais suffisant pour inverser sa structure interne. Concrètement, cela signifiait que les pièces s'arrêtaient là où commençaient que les murs. Les couloirs étaient retournés. La gravité s'est inversée, a plié, puis s'est brisée comme un os. L'oxygène s'échappait par des fissures qui n'existaient pas une heure auparavant. La station commençait à s'éteindre. J'ai ouvert une ligne de communication. Pas d'image, juste la voix. Aaron a demandé « Tu as 10 secondes pour dire quelque chose d'important. » Des grésillements. Puis sa voix tremblait, haletante mais déterminée. « Tu crois que ça s'arrête avec moi ?»« Non, ai-je répondu. Ça s'arrête à cause de toi. » Puis la communication a été coupée. Le dernier examen montra que ses signes vitaux s'affaiblissaient, tandis que la citadelle s'effondrait. Aucune explosion, aucune lueur, juste le silence. Un silence absolu. Le message était clair. Trahir la Terre,
c'est mourir dans un lieu où personne ne vous pleurera. Mais tout le monde ne l'interpréta pas ainsi. Le Conseil présenta la destruction de la citadelle comme un crime de guerre, prétendant que nous avions attaqué une structure diplomatique et assassiné des civils. Soudain, leur propagande ne se contentait plus d'agir sur les étrangers. Elle commençait à s'insinuer au cœur même de notre espèce. C'est alors que nous avons reçu le message. Le commandement terrestre, les vestiges de l'ancienne direction planétaire, qui s'étaient réfugiés dans des bunkers sous l'Antarctique pendant des décennies, nous ont envoyé un message. Ils souhaitaient une rencontre. Rowan n'était pas surpris. Il voit maintenant que la situation est en train de changer. Ils veulent en reprendre la partie. Mais pourquoi maintenant ? Demandai-je. On n'a pas besoin d'eux. Rowan me regarda et, pour la première fois depuis des années, je vis du doute dans ses yeux. Ils n'essaient pas de nous aider, dit-il. Ils essaient de nous arrêter. Nous avons rejoint les coordonnées indiquées. Une station abandonnée en orbite à la limite de la zone de forte dérive. Abandonnée, froid, idéal pour une négociation discrète. Ils sont montés à bord sans armes. 3 d'entre eux, d'entre eux, 2 hommes et une femme. Des visages que je reconnaissais grâce à de vieux reportages, avant les purges Salari, avant les incendies. Le négociateur en chef s'est avancé. Nous voulons la paix. Rowan est resté silencieux. J'ai pris la parole à sa place. Vous avez eu votre chance. Nous n'étions pas prêts, à l'époque. Nous le sommes maintenant. La galaxie ne veut pas que tu gagnes. Je me suis approché suffisamment pour sentir l'odeur de vernis synthétique sur son manteau. Bien. L'homme essaya de garder son calme, mais sa voix se brisa. Tu vas tous nous condamner. Rowan finit par prendre la parole. Non, c'est toi qui nous as condamnés en cédant à leur pression, en laissant la terre brûler pour conserver le pouvoir. Nous ne faisons que récupérer ce qui nous a été volé. La femme intervint. Il y a encore une chance d'unité. Rowan leva la main. Non. Il se tourna vers moi. Mettez fin à tout ça. Je ne lui demandai pas ce qu'il voulait dire. Je sortis mon arme et tirai une fois. Non pas pour tuer, mais pour blesser. Le négociateur s'effondra au sol, hurlant, la jambe en lambeaux. Le message était clair. Nous ne jouions plus à la politique. Ils partirent ensanglantés et silencieux. Un avertissement pour tous les autres. Il n'y aurait pas de retour à l'ancienne terre. Il n'y aurait que la terre qui se souviendrait. Les semaines qui suivirent furent chaotiques. Les systèmes du Conseil se révoltèrent. Des flottes militaires firent défection. Une espèce, les Von, proposa même une reddition totale, ne demandant qu'à être épargnée de l'extinction. Rowan refusa la rencontre. Nous ne voulons pas de leur reddition, dit-il. Nous voulions leur silence. Et nous l'obtenions. Planète après planète, système après système, la galaxie commença à se taire et à écouter, non pas nos paroles, mais notre présence. Ils cessèrent de proférer des menaces, de former des coalitions et même de commercer entre eux. Ils craignaient d'être perçus comme alliés du mauvais côté. Nous n'avions pas tiré un seul coup de feu depuis des semaines. Et pourtant, notre influence s'est répandue plus vite que n'importe quelle invasion. C'est le propre de la peur. Elle n'attend pas la permission. Elle s'installe. Mais la peur soulève aussi des questions. Une descente non pas de l'ennemi, mais de l'intérieur. Une nuit, Baron se tenait de nouveau sur le pont d'observation, regardant la flotte dériver dans un silence glacial. « J'attends toujours de ressentir quelque chose, » dit-il. « Que veux-tu dire ? » Satisfaction, apaisement, soulagement. Mais je ne ressens que du vide. J'ai allumé une cigarette et je lui en ai tendu une. Croyais que la justice te guérirait. Il a ri amèrement. N'est-ce pas ? Je n'ai pas répondu, car au fond, je l'avais cru. Mais maintenant, je ressentais simplement le poids de chaque décision, de chaque mort silencieuse, de chaque voix étouffée. Et je savais quelque chose que nous redoutions tous d'admettre. Nous ne faisions pas que changer la galaxie. Nous nous changions nous-mêmes.
Le passé a la fâcheuse habitude de ressurgir quand on croit l'avoir effacé. Nous étions en train de consolider les systèmes de la bordure médiane, d'éliminer les anciens opérateurs de communication et toute technologie permettant de trianguler la position de notre flotte. La plupart des membres du Conseil s'étaient tus, trop effrayés pour réveiller le Dieu endormi qu'était devenu la Terre. Ils murmuraient à notre sujet comme d'anciens fantômes. Puis, le signal arriva. Un cryptage de la vieille Terre, pas du Conseil, pas d'extraterrestres. Des heures enfouies au plus profond d'un relais oublié, aux confins du secteur T95, quelque part entre deux naines gazeuses inhabitées. Lorsque notre IA l'a détecté, nous avons supposé qu'il s'agissait d'un paquet fantôme, peut-être un débris des premiers satellites de l'ère Exodus. La Terre avait lancé des centaines de sondes dans l'espace lointain après la première guerre de contact. La plupart avaient été récupérées, perdues ou vaporisées depuis longtemps. Mais ce signal était actif, et il contenait un mot encodé dans l'impulsion. Home. Rowan et moi avons analysé le signal nous-mêmes dans la salle noire, une chambre d'observation sécurisée, où même l'IA de la flotte n'avait pas accès. Il resta silencieux tandis que le son résonnait en boucle, pulsant à un rythme étrangement proche d'un battement de cœur. « Qu'est-ce que c'est ce que tu en penses ?» demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite. Ses mains estaient derrière son dos, les jointures blanchies par la pression. Quand Rowan réfléchit, la pièce retint son souffle. « Ce n'est pas un appel de détresse », finit-il par dire. Trop délibéré. Ça pourrait être un piège. Ce n'est pas du cryptage du Conseil. Aucune trace extraterrestre non plus. C'est là que j'ai compris. C'est la vieille Terre, avant l'incendie. Rowan acquiesça, et du jour au lendemain, la mission changea. Nous avons pris Silent Vow seuls, sans soutien, sans escorte de flotte. Nous ne voulions pas risquer de révéler notre position à d'éventuelles menaces, ou pire, à un virus dissimulé dans le trajet de retour du signal. Il existait des technologies que nous ne maîtrisions pas encore pleinement. Le Conseil avait dissimulé bien des fautes sous sa propagande. Mais une chose était sûre, il existait des régions de l'espace qu'il refusait même de cartographier. Nous les appelions l'étendue morte, un cimetière de systèmes jugés invivables, trop instables ou trop ravagés par les tempêtes d'énergie sombre. J'avais déjà entendu ces histoires quand j'étais recrue. Nettoyer les armes et manger la pâte de rationnement. On murmurait que ces systèmes n'étaient pas vides. Ils avaient été abandonnés, car quelque chose y avait survécu. Quelque chose qui n'aurait pas dû survivre. Il fallut 6 sauts à l'aveugle, chacun mettant en péril l'intégrité de la coque et provoquant une surchauffe du réacteur. La gravité dans T95 était déformée, altérée d'une manière que même nos mathématiques ne pouvaient expliquer. Les étoiles clignotaient de façon anormale. Les pulsars résonnaient de façon désordonnée. On sentait une vibration étrange dans l'air, malgré la pressurisation de la baie. Et puis, nous l'avons vu. Pas un signal. Une station massive, abandonnée, d'une ancienneté inimaginable. Nous avons consulté le registre, en vain. Aucune trace dans les bases de données de la flotte, aucune colonie terrienne ancienne ne revendiquait ce secteur. Mais elle était là, un monolithe d'acier noirci et silencieux, flottant seul près d'une étoile binaire effondrée. Son nom était gravé sur sa coque, en lettres de métal délavées. L'abordage de l'Araven était suicidaire. Nous l'avons fait malgré tout. Notre équipe était d'une force incroyable. Rowan et moi avons pris les devants, non par obligation, mais parce que cet endroit nous semblait intimement lié. Le sas d'amarrage s'ouvrit comme s'il nous attendait. Aucune résistance, aucun protocole, juste un sifflement sourd lorsque les vieux sas s'ouvrirent. Nous entrâmes et le silence nous enveloppa. L'intérieur était propre, trop propre. Aucune corrosion, aucun débris, aucun signe de panne de courant ou de dégradation de l'atmosphère. Puis les lumières s'allumèrent une à une, nous guidant comme des miettes de pain. Nous avons progressé lentement, armes au poing.
Chaque couloir était bordé de cryopodes vides, des milliers. Chacun portait une étiquette, des noms humains, dont beaucoup étaient effacés par le temps. Mais les cryopodes n'étaient pas seulement vides. Ils étaient ouverts, et c'est alors que nous l'avons entendu. Une voix, masculine, monocorde, comme récitée. « Bienvenue à bord, commandant Rowan. Le projet revenant est terminé. » Nous avons pointé nos fusils vers la source du bruit. Une interface murale vacillait, la vitre couverte de poussière. Rowan s'avança, la mâchoire serrée. « À qui ai-je l'honneur ?» La voix répondit instantanément. « Désignation Lux 9, IA centrale d'Archhaven. Vous avez autorisé mes protocoles principaux. Je n'ai jamais vu cet endroit de ma vie. Correction, vous l'aviez vu avant que votre mémoire ne soit réinitialisée. Cela nous a glacé le sang. Rowan ne broncha pas, mais je sentais la tension monter dans la pièce, comme une décharge électrique. J'entrai. Réinitialisé. L'IA marqua une pause. Puis, sans prévenir, les murs autour de nous se mirent à pulser d'images. Des images de la Terre ancienne, des fichiers granuleux, des journaux de commande, des plans, des schémas de la flotte de matière noire. Mais pas les versions que nous connaissions, des versions préliminaires, des prototypes vieux de près de 150 ans. Rowan recula en titubant, visiblement secoué. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ce n'est pas possible. La flotte a été créée après la guerre de contact, après la purge des Salcaries. Je l'ai formée. Je l'ai construite. L'IA ne répondit pas. Elle afficha un profil, le nom de Rowan, son grade, ses marqueurs génétiques et une ligne en dessous. Cycle de reconstruction de la mémoire. 17. Rowan recula, murmurant plus pour lui-même que pour nous. Ce n'est pas possible. Je lui saisis l'épaule. Où sommes-nous? Ses yeux étaient vitreux, sa voix brisée. Je crois que c'est ici que nous nous sommes perdus. Le projet revenant avait été la première réponse de la Terre à la guerre imminente. Ni le Conseil, ni les Scaries, quelque chose de plus ancien. Les dossiers contenaient des indices, des références à un signal précurseur. Une force inconnue détectée près de la faille d'Andros bien avant que la galaxie ne connaisse notre nom. Quelque chose de vaste, de dormant, d'incommensurable. Ce n'était pas une espèce, ce n'était pas une arme. C'était plutôt une force. Et la Terre avait tenté de s'y préparer. Le plan était simple. Créer une station de secours dotée d'une grande diversité génétique, contrôlée par une IA, capable de relancer l'humanité en cas d'extinction. Mais quelque chose a changé. Quelque chose a corrompu la mission. La station n'a jamais été lancée. Au lieu de cela, elle fut enfouie. Et les survivants, congelés et oubliés jusqu'à présent. Mais le pire restait à venir. Une capsule demeurait scellée. La salle 9C. Plus grande que les autres, renforcée, elle était bardée de serrures manuelles et de systèmes de sécurité intégrés. L'IA refusait de l'ouvrir. « Il abrite le sujet 0, expliqua Locke 09. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. L'écran vacilla. Rowan resta silencieux, le visage pâle. « Tu le savais » dis-je. Il hocha la tête une fois. « C'est moi, ou plutôt la version de moi, qui a tout déclenché. Nous avons débattu pendant des heures. Rowan voulait l'ouvrir, pas moi. Baron soutenait qu'il fallait détruire la station entièrement, effacer les enregistrements, supprimer les preuves, faire comme si nous ne l'avions jamais vue. Mais la vérité, c'est que nous nous trouvions sur la tombe du péché originel de l'humanité. Nous ignorions tout de ce que cette station recelait, quelles autres vérités étaient enfouies sous sa structure d'acier. Et une partie de moi doutait même que nous devions le savoir. Finalement, Rowan prit la décision. Il désactiva l'IA et nous ouvrîmes la capsule. Aucun spectacle, aucune lumière, aucune alarme, juste un sifflement. Un homme s'avança, plus jeune que Rowan, la mâchoire plus anguleuse, une cicatrice lui barrant le visage comme un éclair figé sur sa peau. Ses yeux s'ouvrirent lentement,
comme celui de quelqu'un qui se réveille d'un rêve millénaire. Il regarda autour de lui, puis Rowan, puis moi. « Vous avez terminé, dit-il. » Rowan déglutit. « On a essayé. » L'homme parcourut la station du regard. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Vous êtes en avance. La vraie guerre n'a pas encore commencé. » Ces mots ont bouleversé toutes nos certitudes. Car si ce n'était pas la guerre, si tout cela, le conseil, les invasions, le massacre, les représailles, n'était que le prélude, qu'est-ce qui nous attendait? Nous avons embarqué le sujet 0 à bord du Silent Vow, sous haute surveillance. Il n'opposa aucune résistance. Il parla peu, mais il observa tout, non pas avec curiosité, mais avec une reconnaissance, comme s'il avait déjà tout vu. Lorsque Rowan finit par insister, il dit une seule chose. Ils reviennent. « Qui ?» demanda Rowan. « Ceux qui ont embrassé la galaxie, puis sont venus la reprendre. » Il était difficile de le croire, difficile de résister. Car ce signal, celui qui nous a attirés ici, n'était pas une balise. C'était un déclencheur. Dès notre amarrage à Arcaven, un second signal a été émis. Une fréquence ancienne, une faible résonance, comme un écho sonar, et quelqu'un a répondu. Nous avons intercepté l'écho. Pas de langue, pas de coordonnées, juste une phrase. Tu n'étais pas censé te souvenir. Nous n'avons pas dormi pendant 3 jours après Archhaven. Personne ne l'a dit, mais nous le sentions tous. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement le réveil d'une vieille station ou la libération d'un homme que la galaxie avait oublié. C'était le fait qu'ils nous regardaient comme si c'était nous qui étions perdus, comme des enfants fabriquant des armes dans l'obscurité, sans jamais savoir ce qui les observerait. Et maintenant, quelque chose avait changé. Le signal était faible, un signal de retour. Basse fréquence, enfouie sous un flot de rayonnement cosmique, comme s'il refusait d'être détecté. Cela ne faisait qu'empirer les choses. On le sentait plus qu'on ne l'entendait, comme une migraine de parasite. Le sujet 0 était assis dans notre salle de débriefing. Les mains menottées, même si nous savions tous que c'était symbolique. S'il voulait partir, il avait déjà prouvé qu'il pouvait franchir les portes de sécurité d'un simple regard. Pas grâce à son instinct technologique. « Qui a répondu au signal ?» demandai-je. Il me regarda de ses yeux de prédateur, d'un calme implacable. « Tu n'es pas prête à l'entendre. » Rowan frappa la table du poing. « Essaie donc. » 0 ne broncha pas. Ceux qui t'ont donné le feu ont ensuite effacé le souvenir. On croyait combattre le Conseil. Nous pensions reconquérir l'honneur, l'histoire, la souveraineté. Mais ce n'était pas la guerre, c'était l'épreuve. Ils observaient depuis les marges, dit 0. Laissons la galaxie évoluer. Laissons la Terre être envahie, brûlée, remodelée. Laissons les espèces se disputer des vestiges de technologies anciennes. Tout cela était intentionnel. Car dès qu'une espèce s'approchait trop près de comprendre l'origine du signal, ils les ont effacés ? Ai-je demandé. Il a hoché la tête une fois. Pas par la guerre, par l'histoire. Ils effacent le temps, la mémoire, les archives. Ils ne vous détruisent pas physiquement. Ils font simplement en sorte que vous n'ayez jamais existé. Rowan est resté silencieux. Moi non plus, parce qu'on ne réagit pas à une chose pareille. On essaie de la comprendre et on espère ne jamais y être confronté. Dès Oblivion 1, Baron s'attelait à l'étude des archives de la flotte. Il passait au crible chaque guerre, chaque effondrement inexpliqué, chaque espèce disparue sans raison apparente. Les résultats étaient pires que prévu. Des civilisations entières avaient disparu de la carte galactique au fil des millénaires. Non pas à cause de la guerre, de la peste ou d'un effondrement. Disparition pure et simple. Leurs mondes étaient intacts, leurs satellites toujours en orbite. Mais personne ne se souvenait de leur nom. Aucun document, aucun avertissement. Ils n'avaient pas été conquis. Ils avaient été effacés. Et maintenant, nous les avions contactés. Nous avions rompu le silence. Et une force ancestrale avait répondu. Dans certains documents, on les appelait les architectes. C'est ce que m'a dit Baron. Qui l'a fait? Les archives les plus anciennes, extraites des noyaux de données abandonnés du Conseil.
des mythes extraterrestres, des fragments, des tribus qui peignaient leurs ombres sur les parois de grottes obscures. Les architectes de quoi? Il fixa l'écran. De tout. Le sujet zéro l'avait expliqué ainsi. Les architectes ont ensemencé la galaxie, les planètes, les lois de la physique, la conscience elle-même, peut-être. Mais ils ne désiraient pas de compagnie. Ils ne construisaient pas pour les autres. Ils construisaient pour eux-mêmes. Lorsque la galaxie commença à évoluer d'elle-même, ils n'intervinrent pas. Ils se contentèrent d'observer jusqu'à ce que quelqu'un se retourne. Alors vint la purification, l'effacement de la mémoire, la réinitialisation de lignes temporelles entières. Car le pire crime n'était pas la guerre, mais le souvenir. « Que veulent-ils encore » demanda Rowan. Zéro ne cilla pas. « Tu es allé trop loin. La flotte de matière noire n'est pas qu'une simple arme. C'est une brèche dans le verre. Tu forces la réalité à se plier à ta volonté, et cela attire leur attention. » Rowan croisa les bras. « Alors, nous détruisons la flotte. » Le visage de Zéro s'assombrit. « Si vous faites ça maintenant, ils iront jusqu'au bout. Vous croyez que la reddition mérite la clémence? Alors que diable? Fait-on » Il y eut un silence. Puis il prononça les mots que nous redoutions tous. « Vous terminez l'arme. La vraie arme. Celle que la Terre avait commencé à construire bien avant que les Salaries n'atterrissent, avant même que le Conseil ne nous élève, avant même que Rowan ne subisse sa première réinitialisation de mémoire. Il y avait le projet Ligne divine. Ni bombe, ni flotte, ni virus. C'était un schéma, une chaîne de pensées artificielles, capable de réécrire non seulement les esprits, mais la réalité. Nous l'appelions la ligne divine, car elle fonctionnait comme l'ADN. Sauf qu'au lieu de créer des corps, elle créait l'histoire. Elle pouvait simuler des civilisations, créer de faux souvenirs, insérer des lignes temporelles dans la réalité avec une telle perfection qu'elle se devenait indiscernable de la vérité. La Terre l'avait conçue comme une solution de repli, un moyen de se cacher des architectes. Si l'on ne pouvait les vaincre, il suffisait de réécrire son histoire avant qu'ils ne nous découvrent. Mais le projet avait été abandonné, enterré, jugé trop dangereux. Car, mal utilisé, il pouvait déstabiliser des systèmes entiers. Les réalités pouvaient se chevaucher, s'effondrer, fusionner. Des espèces entières pouvaient se réveiller en croyant être nées sur des planètes qui n'avaient jamais existé. Le camouflage parfait et le cauchemar parfait. Rowan et moi sommes restés seuls dans la pièce noire après le briefing. « Nous ne sommes pas des dieux, » murmurai-je. « Nous n'avons pas le luxe d'être autre chose, » répondit-il. Nous n'avions plus beaucoup de temps. Ce signal, celui que nous avions déclenché, avait voyagé à une vitesse hyperlumineuse. Il aurait déjà atteint tous les relais architectes de la galaxie. Nous estimions avoir environ 6 jours avant leur arrivée. Et nous ignorions encore leur apparence, car personne ne les avait vus et n'avait survécu. La suite était simple, mais pas facile. Il nous fallait localiser la graine de la lignée divine, le nœud prototype originel. Zéro affirmait qu'elle était cachée sur une lune morte, non répertoriée sur aucune carte stellaire, sans protection, simplement enfouie à des coordonnées qu'aucun être vivant n'était censé connaître. Un seul vaisseau pouvait survivre au chaos gravitationnel qui entourait cette lune. Oblivion 1. Mon vaisseau. Le saut fut d'une précision chirurgicale. Nous avons traversé 3 failles instables, évité de justesse une poche de sous-espace effondrée et émergé au-dessus d'une lune noire et brisée, de la taille d'un petit continent. Rien ne bougeait, aucune lumière, juste un plateau lisse au centre et une flèche qui se détachait comme une dent. Nous avons atterri, Rowan, Baron, Zéro et moi. Le chemin vers la flèche était étrange. Pas dangereux, juste bizarre. Nos relevés indiquaient une gravité stable, mais nous nous sentions penchés. Le temps s'est comme arrêté. Nous aussi. Bots ont heurté le même rocher 2 fois au même pas. Ce n'était pas seulement le problème des machines, c'était le nôtre.
À l'intérieur de la flèche, nous avons trouvé une simple chaise. Pas un trône, juste un siège. Et devant, flottant dans les airs, le nœud de la lignée divine. On aurait dit d'une bobine de fil noirci suspendue en antigravité. Aucune interface, aucune commande manuelle, juste l'attente. Zéro s'en approcha. « Il est lié à ta lignée », dit-il en désignant Rowan d'un signe de tête. « Toi seul peux l'activer. » Rowan fit un pas en avant. Il n'hésita pas, et lorsque sa main toucha la bobine, le monde changea. Non pas visuellement, mais intérieurement. Soudain, des souvenirs de choses qui n'avaient jamais existé nous revinrent en mémoire. Des souvenirs de batailles qui n'avaient jamais eu lieu. Des personnes que nous n'avions jamais rencontrées. Des victoires, des défaites, des vies entières qui n'étaient pas réelles, mais qui semblaient pourtant si réelles. C'était la lignée divine qui nous mettait à l'épreuve, nous cartographiait, observant nos réactions face à une histoire réécrite. Baron s'effondra à genoux, vomissant. Je reculai en titubant, la main sur le crâne, me souvenant soudain d'une fille que je n'avais jamais eue, d'une maison qui n'avait jamais brûlé, d'un drapeau qui n'avait jamais flotté. Rowan resta immobile. Il murmura simplement « Fais-le ». Et le nœud répondit. Une seule pulsation retentit, et le ciel se fissura un instant, comme une fissure dans les étoiles. Nous savions que les architectes l'avaient ressenti. Le premier tir avait été effectué. À notre retour à la flotte, nous n'étions plus les mêmes. Le regard de Rowan avait changé. Il ne souriait plus. Il ne dormait plus. Il fixait les étoiles, murmurant des coordonnées. Zéro dit que c'était normal. « La lignée divine l'utilise à présent », expliqua-t-il, « pour construire la réécriture. » « Combien de temps lui reste-t-il » demandai-je. Zéro haussa les épaules. « Jusqu'à ce que ce soit terminé. Et alors, il devient un fantôme, un simple figurant. » J'ai failli le frapper, mais je ne l'ai pas fait car, au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Nous n'étions plus des soldats. Nous étions des fragments narratifs, des morceaux d'une nouvelle histoire en train de s'écrire. Une création destinée à tromper les êtres qui avaient créé la réalité elle-même. Et quelque part non loin de nous, ils approchaient. Non pas en vaisseau, non pas sous des formes, mais par leur simple présence, telle une correction dans un livre, une ligne rouge traversant l'existence. Et lorsqu'ils arriveraient, ils ne poseraient aucune question. Ils nous détruiraient tous guénément, tout simplement. À moins que la lignée divine n'achève sa tâche avant, à moins que nous ne devenions un mensonge trop parfait pour être détruit. Le premier signe n'était pas une flotte, c'était une ombre déformée. Depuis la passerelle de commandement d'Oblivion 1, j'ai vu les étoiles se courber, non pas se tordre comme lors d'un saut spatial classique. C'était plus silencieux, plus absolu, une distorsion qui ne demandait pas la permission aux lois de la physique. Elle les ignorait tout simplement. « Ils sont là », dit Zéro sans se retourner. Rowan se tenait au hublot, le regard vide, des fils noirs palpitant sous sa peau. Des motifs divins le traversaient, comme des veines tissées d'histoire. Il n'avait pas prononcé un mot depuis 2 jours, mais la flotte continuait d'avancer malgré son silence. Même dans son désarroi, nous le suivions. Car nous le savions tous désormais. Nous ne combattions pas pour gagner. Nous combattions pour ne pas disparaître. Ils exercent un pouvoir éditorial, avait expliqué Zéro plus tôt. Imaginez la galaxie comme un manuscrit. Ils sont le stylo rouge. Si vous sortez du cadre, ils rayonnent votre nom comme si vous n'aviez jamais existé. « Et la ligne divine » demanda Baron. La voix de Zéro baissa. « Un moyen de rendre notre nom permanent, non seulement dans l'histoire, mais dans la réalité. » Rowan était désormais l'encre. La lignée divine l'avait choisi comme point de référence. S'il survivait assez longtemps pour que la réécriture soit achevée, nous existerions éternellement. Même les architectes ne pourraient pas nous effacer. Mais le danger était grand. S'ils le trouvaient avant la fin, ils ne le tueraient pas.
Il l'effacerait, comme s'il n'avait jamais existé, et nous disparaîtrions tous avec lui. La flotte forma un anneau autour de la Terre. Les 12 vaisseaux de l'armada de matière noire, silencieux, immobiles, chargés d'une énergie qu'aucune espèce n'avait osé toucher jusqu'à nous. Le Conseil ne répondait pas. La galaxie était encore figée suite à nos précédentes démonstrations. La peur avait réduit la diplomatie au silence. La terreur avait vidé les étoiles. Mais les architectes n'étaient pas paralysés par la peur. Ils étaient liés par la correction, et ils étaient déjà dans notre ciel. Nous avons détecté l'anomalie juste au-dessus de l'Himalaya. Aucune chaleur, aucune masse, juste l'absence de vérité. Les satellites se sont déconnectés, non pas détruits, juste oubliés. Quand nous avons essayé de consulter leurs journaux de bord, il n'y avait rien, aucun enregistrement, aucune date de lancement. C'était comme si nous ne les avions jamais construits. Puis les humains sont arrivés. Des villages entiers disparus, ni morts, ni enlevés, simplement effacés de la circulation. Des recensements entiers effacés. Des arbres généalogiques tronqués. Des terres rendues à la nature sauvage. Les architectes avaient en commencé leur œuvre, et la première ligne qu'ils effaçaient était la Terre elle-même. Nous avons tout brouillé. La flotte est entrée en action, les voiles levés, les replis gravitoniques préchargés. Chaque vaisseau pointa ses canons nucléaires vers l'orbite basse, prêt à tirer sur la moindre anomalie. Mais l'ennemi ne se dévoila jamais. Pas entièrement. Il n'en avait pas besoin. Il fouillait nos codes, nos souvenirs, nos systèmes. Il les modifiait comme des bibliothécaires rangeant leurs étagères. Toutes les 15 minutes, un cri retentissait dans la flotte. Des souvenirs qui s'évanouissent en plein milieu d'une pensée. Des vies entières qui disparaissent de l'intérieur. J'ai perdu un camarade sous mes yeux. Une seconde. Il chargeait une batterie à impulsion. La seconde d'après, plus rien. Pas de sang, pas d'uniforme, même pas un nom dans les rapports. On le connaissait, mais on ne pouvait pas prouver qu'il avait jamais existé. C'est comme ça qu'ils gagnent. 10-0 dans la salle de guerre. Ils ne vous affrontent pas. Ils vous isolent, vous font douter, retournent vos propres archives contre vous. Rowan resta silencieux. Sa peau luisait faiblement d'une lumière sombre, des lignes de motifs rampants comme de l'encre sous la surface. Il n'avait rien mangé, il bougeait à peine. Mais son pouls résonnait encore dans le vaisseau, une résonance qui maintenait la lignée divine en vie. Il n'en a plus pour longtemps, dis-je. Zéro acquiesça. Ils essaient de le défaire de l'intérieur. Ils savent que s'il achève la réécriture, ce sera définitif, immuable. Comment les arrêter? Vous ne pouvez pas, dit Zéro. Finissez plus vite. Nous avons activé le protocole de confinement. Tout le personnel de la flotte a été doté d'identifiants temporaires, des fragments de la lignée divine implantés dans leur sang, pour les protéger de l'effacement de mémoire. Ce n'était pas infaillible. Si les architectes vous surveillaient suffisamment longtemps, vous finiriez par disparaître. Mais cela nous a donné du temps. Le temps était tout ce qui nous restait. Je faisais le tour du pont toutes les heures, pour m'assurer que l'équipage allait bien. Pas de discours, juste des cadeaux. Ils avaient besoin de voir que je me souvenais d'eux, que quelqu'un pensait à eux. Baron et moi avons partagé un verre sur le pont supérieur des canons, le regard perdu dans le vide. Tu as jamais pensé que cette guerre avait cessé d'être une guerre de vengeance? Demanda-t-il. Elle a cessé de l'être depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est encore? Je pris une gorgée de whisky recyclé et laissai le silence répondre. Puis vint l'avertissement final. Une diffusion. Aucune source de signal. Juste une voix dans chaque haut-parleur, chaque écran, chaque implant. Vous n'avez pas votre place dans cette version. Nous n'avons pas reconnu la voix, car ce n'était pas une voix. C'était un ordre éditorial, et Rowan commença à s'intoxiquer. Les secours se sont affairés, mais aucun sédatif n'a fait effet. Le corps de Rowan était secoué de convulsions, tandis que la ligne divine s'enfonçait contre la gomme. Sa bouche s'ouvrit, et des noms en jaillirent.
Non pas des mots, mais des identités. Des personnes, des lieux, des événements, certains réels, d'autres oubliés, d'autres encore inconnus, mais profondément ancrés en nous. Il se souvenait de tout. Chaque réinitialisation, chaque vie effacée, chaque version ratée de la flotte, chaque trahison subie par la Terre. C'en était trop. Il aurait dû mourir. Mais il ne mourut pas. Il se releva, et lorsqu'il ouvrit les yeux, des étoiles brillaient dans son regard. « La réécriture est presque terminée, dit-il. Sa voix résonna d'une profondeur insondable. On gagne du temps, dis-je à Zéro. Comment forcer les architectes à nous remarquer? Le suicide, peut-être. Mais si on fait assez de bruit, si on provoque un tel vacarme qu'ils se concentrent sur la flotte, ils arrêteront d'attaquer Rowan. J'acquiesçai. Et Zéro, pour la première fois depuis que je le connaissais, sourit. Un sourire discret, juste assez pour dire « Maintenant, tu comprends ». Nous avons fait un serment silencieux et avons plongé au cœur de la zone effacée, la plaie noire qui s'étendait sur la terre, un lieu où les noms s'éteignaient, où la réalité vacillait. Nous nous sommes dévoilés, avons émis un signal à large bande et avons tiré notre arme principale vers le ciel, un faisceau de matière noire comprimé en une seule onde. Non pas pour détruire, mais pour affirmer. Nous sommes devenus incontournables. Nous sommes là. Nous sommes réels. Effacez ceci, répondirent-ils. Une fissure s'ouvrit dans le ciel comme une page déchirée en deux, et quelque chose en sortit. Ni vaisseau, ni être, juste une présence. L'impression d'être en décalage avec son propre corps, comme si la gravité avait changé d'avis. L'équipage commença à s'effondrer. Même les câbles de sécurité ne suffisaient nos pas. Certains oublièrent de comment respirer. D'autres oublièrent qu'ils avaient une bouche. Mais nous avons tenu bon. Et au cœur de tout cela, Rowan prononça les derniers mots. Je m'en souviens. Une impulsion se propagea depuis la terre. Non pas un récit physique. La lignée divine achevée. Non pas une arme, une histoire. Une histoire suffisamment vraie, avec des noms, des dates, des guerres, des victoires, et nous. L'humanité inscrite dans la trame de la réalité. Non pas comme des victimes, non pas comme des primitifs, mais comme la première espèce à résister à la manipulation. La faille se referma, la présence disparut, et les étoiles reprirent leur aspect normal. Nous avons retenu notre souffle pendant 2 heures, attendant, observant, mais rien ne se produisit. Plus de voix, plus de disparitions, juste le silence, non pas la peur, non pas la menace, juste le calme de quelque chose qui avait compris qu'il était trop tard. Nous étions inscrits à présent. Impossible de nous effacer. Rowan s'effondra. Il ne se réveilla jamais. Les médecins ont dit que son cerveau était techniquement vivant, mais que sa conscience avait disparu, comme s'il s'était inscrit dans la trame même de la réalité, laissant le reste derrière lui. Un écho permanent, une signature sur la dernière page. Nous l'avons enterré dans la haute orbite terrestre. Pas de pierre tombale, juste une simple ligne gravée dans la coque d'Oblivion 1. Il s'en souvint. Le Conseil ne s'en remit jamais. Leurs empires s'effondrèrent sous le poids de vieux mensonges ressuscités. Les espèces jadis asservies par les chaînes de la bureaucratie voyaient désormais la Terre non comme une rebelle, mais comme un modèle. Non pas une machine de guerre, mais une correction. Certains nous rejoignirent, d'autres gardèrent là leur distance. Mais plus personne ne nous ignorait, non pas à cause de nos armes, mais à cause de notre présence. Car lorsque la galaxie a tenté de nous effacer, nous avons résonné plus fort. Et les architectes se sont tus, peut-être en train d'observer, peut-être d'attendre, mais ils ne nous modifieront plus jamais, car nous ne sommes plus une simple note de bas de page. Nous sommes un chapitre, et la page nous appartient désormais. La victoire est une chose étrange. Nous pensions ressentir du triomphe, peut-être du soulagement, quelque chose d'humain. Au lieu de cela, nous nous sentions observés. Non pas par les architectes, mais par la galaxie.
L'espèce même qui nous traitait jadis de barbares nous contemplait désormais avec une crainte habituellement réservée aux trous noirs et aux dieux. Et je commençais à comprendre pourquoi. Car lorsqu'on remporte une victoire pareille, en redéfinissant le tissu même de l'existence, on ne change pas seulement la façon dont la galaxie nous perçoit, on change ce que l'on est. Et sur Terre, tout le monde n'appréciait pas ce que nous étions devenus. Tout a commencé avec les colonies. Les établissements de la bordure extérieure avaient toujours entretenu une loyauté partielle envers la Terre. Des comptoirs commerciaux, des mondes miniers, des stations de recherche arborantes, le drapeau terrien, mais parlant des dialectes du Conseil et troquant avec des monnaies extraterrestres. Pendant des années, elles restèrent neutres, mais maintenant que la Terre était incontestée, sans Conseil, sans guerre, sans instance cosmique prête à nous anéantir, ces colonies commencèrent à se faire entendre. Un vrai cri de protestation. Devions-nous encore nous soumettre à la domination de la Terre? Une seule planète devait-elle contrôler toute l'espèce? Avons-nous survécu à la tyrannie pour nous prosterner sous un nouveau nom? La rébellion ne s'est pas faite avec des armes. Elle s'est faite avec des idées. Et je savais combien c'était dangereux, car les idées se propageaient. La première colonie à faire sécession officiellement fut Virela, une planète jungle terraformée, peuplée d'anciens collaborateurs du Conseil, qui avaient fui avant que la guerre ne prenne un tournant décisif. Ils proclamèrent leur indépendance, invoquèrent des divergences culturelles et promirent l'ouverture de leurs frontières aux non-humains. Ce n'était qu'un coup politique, mais ça a marché. En une semaine, 7 autres colonies ont suivi. Certaines ont même invité des diplomates extraterrestres à rejoindre leur nouveau gouvernement. C'en était trop. La Terre ne pouvait pas l'accepter. Pas maintenant. Pas après ce que nous avions enduré. Et Rowan, le seul homme capable de calmer les choses, avait disparu. Enfoui dans une orbite silencieuse. Plus une idée qu'un homme, désormais. La flotte se tourna alors vers moi, et je leur donnai l'ordre. Un saut silencieux nous mena à Varela, en toute discrétion. Pas de diffusion, pas d'ultimatum, juste notre présence. Nous arrivâmes au-dessus de leur dôme capital à l'aube. Notre voile tomba aussitôt. Leur ciel s'obscurcit. Leurs oiseaux cessèrent de voler. Et lorsque nous envoyâmes notre message, ce n'était pas une exigence. C'était un rappel. La Terre existe parce qu'elle a refusé de se soumettre, dis-je dans le relais. Et elle se souvient de ceux qui n'ont pas tenu bon. Ils avaient 1 heure pour renoncer à la sécession. Ils mirent 42 minutes. Mais ce n'était pas fini. Car pour chaque Varela qui cédait, une autre colonie renforçait sa détermination. Ils cessèrent de défier ouvertement la Terre. Ils commencèrent à murmurer. Des rumeurs de fragments de lignées divines exfiltrées de la Terre. Des rumeurs d'anciennes technologies du Conseil combinées à des moteurs à matière noire. Des rumeurs circulaient selon lesquelles certains membres de la flotte aspiraient à plus que l'unité. Ils convoitaient la domination. J'ai trouvé Baron sur le pont supérieur d'Oblivion 1, contemplant Mars tourner comme une braise éteinte. « Tu crois que nous sommes devenus ce que nous détestions ?» demanda-t-il. « Non, répondis-je. Je mentais. Je ne savais plus, car je le voyais désormais. Une sombre silhouette se dessinait sous la surface de notre commandement. Ni trahison, ni même ambition. Pire encore, un héritage. Rowan devenait une légende. Plus qu'un nom, une légende vivante. La lignée divine l'avait immortalisé dans la réécriture de l'histoire. Les gens commencèrent à entendre des choses, à faire des rêves étranges. Des villes entières se mirent à ériger des sanctuaires, non pas des églises, ni des temples, mais des archives, des murs tapissés de ses paroles, de ses ordres, même de fragments de son silence. Il n'était plus un homme, il était une machine narrative, un modèle sacré. Et les modèles sacrés attirent des adeptes. Nous les appelions les échos rouges, d'anciens officiers, des prêtres des données, des ingénieurs qui prétendaient avoir été contactés par la lignée divine après la mort de Rowan. Ils n'étaient non pas fous. Du moins,
pas au sens habituel du terme. Ils étaient organisés, perspicaces, disciplinés et absolument convaincus que la réécriture n'était pas terminée. Ce n'était que le premier saut, dirent-ils à leurs auditeurs. Rowan ne nous a pas sauvés. Il nous a préparés. À quoi? Ils ne répondirent jamais, mais je le savais. La puissance n'aime pas l'immobilité. J'ai retrouvé la trace de leur chef grâce à des canaux secrets et aux communications cryptées de la flotte. Elle s'appelait Lieutenant Hara. Elle avait servi sur Oblivion 3 lors de l'incursion des architectes. Intelligente, loyale, décorée. Elle était aussi la première humaine à s'injecter une souche modifiée de la lignée divine directement dans le système nerveux. J'ai vu la vidéo au moment précis où elle a changé. Son regard s'est assombri et elle a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. La réalité se plie à la volonté de ceux qui y croient, avec suffisamment de force. Nous l'avons ramenée. Pas d'arrestation publique, juste une extraction discrète. Elle a été placée à l'isolement au niveau 7, sous une obscurité totale due à la lumière noire. Aucun appareil électronique, aucune communication, aucun enregistrement. Même la mémoire semblait défaillante à proximité. Elle n'a pas crié, n'a pas protesté. Elle a juste souri. « Tu raisonnes encore de façon linéaire », m'a-t-elle dit. « Je raisonne comme quelqu'un qui tente d'empêcher un effondrement civil. » Non, tu raisonnes comme quelqu'un qui s'accroche à une fin. Mais les fins ne sont que des versions en attente de révision. J'ai quitté la pièce et je l'ai verrouillée 2 fois. J'ai fait mon rapport à ce qui restait du haut commandement. Bien sûr, à ce stade, le commandement était fragmenté. Mi-militaire, mi-créateur de légendes, certains n'apparaissaient plus qu'en rêve. L'un d'eux jurait que Rowan lui avait parlé en binaire. Un autre disait avoir vu la ligne divine dans les étoiles, de véritables chaînes de caractères obscurs flottant dans l'espace. Ce n'étaient pas des fous. C'étaient des hommes qui avaient trop longtemps contemplé un pouvoir qu'ils n'étaient pas censés exercer. Et j'étais parmi eux. Car moi non plus, je ne dormais plus. Non par culpabilité, mais par vigilance. La Terre avait besoin d'une direction. 3 options s'offraient à nous. Premièrement, consolider notre position. Maintenir la flotte compacte. Laisser les colonies se détacher. Rester fort, silencieux, inflexible, une espèce forteresse. Deuxièmement, étendre notre influence. Déclarer la flotte autorité galactique souveraine. Reconquérir toutes les colonies humaines. Repousser les limites de notre civilisation. Devenir la force dominante, non seulement de nom, mais aussi de droit. 3. Disparaître. Mettre fin à la flotte. Enterrer la lignée divine. Se taire avant que le pouvoir ne corrompe les derniers d'entre nous. J'ai soumis le vote au capitaine. 7 vaisseaux ont voté pour la consolidation. 3 ont voté pour l'expansion. 2 n'ont pas répondu. Leurs équipages avaient disparu. La lignée divine n'avait pas dit son dernier mot. Quelque part au sein de notre réseau, dans notre ADN, dans nos journaux de commande, peut-être même dans le tombeau de Rowan, l'histoire continuait de s'écrire, et nous en étions prisonniers. Les échos rouges gagnaient du terrain. Ils ne prêchaient pas la révolution, mais l'ascension. Puis nous avons découvert le fichier enfoui dans d'anciennes archives Salkari, récupérées sur l'un de leurs cuirassés brisés qui dérivaient depuis la guerre du premier contact. Ce n'était pas une arme. C'était un message d'une espèce disparue depuis longtemps. 5 mots seulement, traduits approximativement en syntaxe humaine, l'histoire se répète sans cesse. Je compris alors quel était le danger ultime. Ni les architectes, ni le conseil, ni même la guerre civile. C'était la boucle. La lignée divine était récursive. Elle évoluait pour survivre. Mais la survie sans but devient une habitude. Une habitude devient religion. La religion devient obéissance. Et l'obéissance devient une forme d'effacement. Nous étions sur le point de nous effacer nous-mêmes, non par la force, mais en croyant trop à notre propre histoire. Baron et moi, nous sommes rencontrés en silence. Aucun ordre officiel, aucun document, juste 2 hommes qui se souvenaient encore de ce qu'était la Terre, avant que nous ne la réécrivions. « Nous l'arrêtons », a-t-il dit.
Comment briser le cycle? Et s'il nous brise aussi? Il regarda par le hublot. Alors peut-être le mérissions-nous. La ligne divine avait commencé à écrire sans nous. C'est ainsi que nous savions que le moment était venu. Les ordres étaient exécutés. Nous n'avons jamais laissé les vaisseaux changer de formation sans instruction. Des systèmes entiers ont réécrit l'énergie d'eux-mêmes. La flotte était devenue une créature vivante, tissée de souvenirs, de vengeance et de l'encre d'une réalité réécrite. Et en son cœur, la signature de Rowan pulsait comme un tambour enfoui sous chaque ordre. Sauf que Rowan était mort, ce qui signifiait qu'une autre voix s'exprimait et que nous n'avions plus le contrôle. Baron se tenait à mes côtés dans la salle de guerre, le regard lourd. Il ne s'était pas rasé depuis des semaines. C'était l'enfer, pour nous tous. Il n'y a pas de gloire au sommet de la hiérarchie. Attends un peu, l'héritage, les regrets. Ils ont retrouvé Hara morte, dit-il. Qu'est-ce que ça peut faire? J'acquiesçais. Non, ça n'a aucune importance. Nous savions tous les deux qu'elle ne s'était pas suicidée. Elle ne croyait pas aux fins, pas même à la mort. Non, la lignée divine l'avait simplement effacée, une autre lignée supprimée. Une autre variable était sous contrôle, et les échos rouges résonnaient. Il ne pleurait pas, il louait. Elle est montée au ciel, disait-il. Elle a été acceptée dans la page suivante. Ce n'était plus un mouvement, c'était une doctrine. La lignée divine était devenue foi. Et la foi est impossible à commander. On ne raisonne pas avec elle. Soit on la sert, soit on lui fait obstacle. Et j'étais las de servir. J'ai rassemblé les capitaines. Non pas par un commandement à l'échelle de la flotte, pas par des canaux cryptés. En personne, un par un, à bord d'Oblivion 1, le dernier vaisseau non modifié de l'Armada, le seul encore piloté manuellement, sans intégration neuronale ni réécriture autonome. Nous étions assis autour de la vieille table en acier rayé, sans aucune lumière blafarde, juste des hommes et des femmes endurcis par la guerre, qui avaient versé leur sang pour la terre et qui la voyaient désormais pourrir de l'intérieur. Je n'ai pas perdu de temps. On a tout arrêté. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le capitaine Eric, la mâchoire carrée et le regard froid, s'est penché en avant. « Vous voulez dire la lignée divine ?» J'ai acquiescé. « Ce n'est pas terminé », a-t-il rétorqué. « Rowan n'était que le début. Rowan est mort. » Ai-je interrompu. « Il ne reste plus qu'un scénario. » Le capitaine Janos baissa les yeux sur ses mains, tremblant légèrement. « Si on coupe le son, est-ce qu'on disparaît ?»« Non, ai-je répondu. On cesse simplement d'être réécrit. » Le capitaine. Les secoua la tête. « Alors on sera de nouveau vulnérable. Les architectes pourraient revenir. »« Ils ne reviendront pas, » dit Baron. « Ils n'ont pas peur de nos armes. Ils ont peur de nos illusions. » Ces mots furent un coup dur, car au fond, ils connaissaient tous la vérité. Nous étions devenus pires que ce que nous avions combattu. On ne nous craignait pas pour notre force. On nous craignait parce que nous refusions de laisser la réalité s'immobiliser. Le vote fut silencieux. 8 des 12 capitaines restèrent assis lorsque je leur offris la possibilité de partir. 4 se levèrent et partirent. 2 d'entre eux disparurent dans l'heure qui suivit. Leurs vaisseaux revinrent vides. La lignée divine n'autorisait pas la descente. Elle ne tuait pas. Elle réécrivait. Leurs journaux de bord ont été effacés. Leurs équipages réaffectés. Leurs vaisseaux rebaptisés. Personne ne se souvenait d'eux. Seulement nous, ceux qui avions refusé la version suivante. Ce n'était pas la peur qui nous poussait à aller de l'avant, mais la nécessité de rompre le cycle. Le projet Black Static était l'échec originel de la Terre. Les concepteurs originaux de la lignée divine redoutaient ce à quoi nous étions désormais confrontés. Une identité narrative récursive, un système si convaincu de sa propre version des événements qu'il commençait à écraser la réalité, comme s'il était un dieu. Ils ont donc créé une clé, un virus sous forme narrative, non pas de données ni de codes, mais de concepts. Une simple phrase.
enfoui au plus profond de l'architecture de l'AT. Lignée divine, une contradiction trop brutale, trop crue pour que le système puisse la comprendre. Une phrase que le système serait contraint de traiter et qui, en tentant de la traiter, le ferait planter. Baron et moi l'avons ramené au cœur du système. Non pas physiquement, mais conceptuellement. La phrase était stockée dans une capsule d'information pure. Pas des mots, juste une structure. Comme une note de musique que le système avait oublié entendre. La capsule ne pouvait être activée que par une personne liée à la réécriture originale, quelqu'un qui était présent lorsque Rowan a achevé le saut. Cette personne, c'était moi. Nous sommes arrivés au réseau central orbitant autour du manteau terrestre, le point d'ancrage le plus profond de la flotte, dissimulé sous des couches de satellites voilés et de physique repliée. Un lieu où aucun humain n'avait posé le pied depuis l'éveil de la lignée divine. L'air était chargé d'une tension statique, non pas électrique, mais existentielle. J'entendais des versions de moi-même murmurer tandis que nous marchions. Des hommes que j'aurais pu être, des futurs que j'avais jadis envisagés. Je l'aurais quitté, dit une voix. Je n'ai jamais rejoint la flotte, dit une autre. Je suis mort sur Mars, murmura une troisième. Tout était vrai, tout était réel d'une manière ou d'une autre. La lignée divine les maintenait en vie. Même maintenant, elle voulait que je doute, que je tergiverse, que j'hésite. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai atteint le terminal et j'ai introduit la contradiction dans le système. Non par ordre, par conviction. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pensé. Et la phrase était simple. L'humanité n'est pas une histoire. Le noyau a hurlé, silencieusement. La réalité elle-même a tremblé. Le ciel au-dessus de la terre s'est obscurci pendant 9 secondes entières. Tous les vaisseaux de la flotte se sont immobilisés. Tous les moteurs se sont coupés. Toutes les lumières se sont éteintes. La lignée divine a tenté de se réécrire. Elle tenta d'ouvrir une nouvelle page. Mais la contradiction, tapie au cœur du livre, laissa échapper un flot de sang. Les données s'effondrèrent. Les sous-ruines échouèrent. Les lignes temporelles se brouillèrent. Et puis, enfin, le silence. Pour la première fois depuis des années, rien ne bougea sans autorisation. La flotte était de nouveau nôtre. La réalité sembla immobile. Et la lignée divine, elle ne disparut pas. Elle entra en dormance. Une graine attendant qu'un autre fou l'arrose. Nous avons brûlé les archives. Chaque vaisseau, chaque terminal. Nous avons effacé toute trace de ce code, non par peur, mais parce que nous avions prouvé notre incapacité à le maîtriser. Le pouvoir qui définit la vérité est incontrôlable. Ni par les hommes de bien, ni par aucun homme. Les échos rouges ont tenté de se rassembler, de prier, mais en vain. Aucun motif, aucune vision, aucune voix dans les ténèbres, juste le néant. Et ils ont craqué. Certains sont allés dans l'espace sans combinaison, d'autres se sont suicidés, espérant se réveiller à la page suivante. Mais aucune page n'est venue, car l'histoire était terminée. La Terre est retombée dans le silence. Plus aucune diffusion, plus aucune déclaration, juste la reconstruction. Les gens se souvenaient désormais. Pas de tout, mais suffisamment. Suffisamment pour pleurer, suffisamment pour reconstruire, suffisamment pour faire d'autres choix. Baron prit sa retraite et disparut dans les forêts tropicales de ce qui était autrefois le Congo. Il disait vouloir sentir à nouveau la terre, pas l'acier, pas l'orbite, pas le bourdonnement des machines qui maintenaient les hommes en vie. Je ne l'ai jamais revu. Mais parfois, quand les étoiles scintillent d'une certaine façon, je l'entends rire, comme s'il savait que nous n'étions pas destinés à gagner, mais seulement à essayer. Je suis resté sur Oblivion 1, non par devoir, mais pour me souvenir du prix à payer. Chaque cicatrice, chaque cri, chaque silence entre deux victoires si vides qu'on ne pouvait les appeler paix. Nous n'avons pas gagné. Nous avons survécu. Et parfois, c'est la même chose. À présent, j'orbite autour de la Terre et je la vois se reconstruire.
Pas de conseil, pas d'architecte, pas de gloire réécrite. Juste une espèce qui s'est extirpée de la boue, a regardé Dieu droit dans les yeux et a choisi de ne pas devenir comme lui.